Bonjour et bienvenue pour ce cours sur les méthodes de décomposition de domaine, un cours dans l'école SIMPA qui était censé être à Kenitra et qui se fait à cause du Covid maintenant à distance, qui est enregistré. J'ai partagé mon cours en 4 leçons et la première leçon c'est les méthodes de Schwartz, c'est les premières méthodes de décomposition de domaine qui ont été inventées par Schwartz. Et il ne les a inventées pas du tout pour faire du calcul scientifique. Il les a inventées pour corriger un couac dans la démonstration d'un théorème de Riemann dans sa thèse. La thèse de Riemann est devenue très vite célèbre parce que c'est dans cette thèse où Riemann a construit la théorie des fonctions analytiques. Son idée était de voir ce qui se passe si on prend une fonction qui normalement fonctionne sur des réels et qui donne un résultat réel, si on met dedans des arguments complexes. Et ça donnait une nouvelle branche de mathématiques. Cette thèse était dirigée par Gauss. Et à la fin de la thèse, Riemann il introduit ce qui s'appelle maintenant le théorème des applications conformes, en anglais the Riemann Mapping Theorem, comme exemple comment on peut utiliser cette nouvelle théorie des fonctions analytiques. Et la thèse de Riemann, on peut la télécharger, il y a quelqu'un qui l'a transcrit en LaTeX sur Internet, elle est écrite en allemand, et le dernier théorème, là, le théorème sur les applications conformes, il dit Zweitgegebene einfach zusammenhängende Flächen können stets so aufeinander bezogen werden, dass jedem Punkte der einen ein mit ihm stetig fortrückender Punkt entspricht. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prendre un domaine quelconque, par exemple ce domaine-là, qui est composé de deux disques qui se superposent un petit peu, ici. On peut trouver une fonction analytique f tel que chaque point de ce domaine compliqué est envoyé dans un et un seul point sur le disque unitaire. Par exemple, ce point-là, il est envoyé par cette fonction analytique en ce point-là. Et ce point-là, en ce point-là. Et de suite, tous les points, stetig fortrückender Punkt, sont envoyés sur un et un seul point sur le disque unitaire. Ce dessin a été fait par Martin Gutknecht, c'est un mathématicien numéricien suisse à Zurich, dans le cadre de sa thèse. Et Riemann donne une démonstration de ce théorème. Et la démonstration est constructive, ça veut dire qu'il construit cette fonction f. Et à un moment, dans la démonstration, il utilise le fait que sur n'importe quel domaine, par exemple ce domaine composé des deux disques qui se chevauchent ici, si on se donne une condition sur le bord de type Dirichlet, une valeur que la fonction devrait avoir, il existe une solution à l'équation de Laplace dans ce domaine. Et tout de suite, après la soutenance, il y a des grands mathématiciens qui voulaient avoir une copie de la thèse pour l'étudier. Weierstrass, par exemple, Helmholtz. Et ils ont posé à Riemann la question, mais comment est-ce que vous savez qu'une solution à l'équation de Laplace sur un tel domaine existe? Et là, Riemann a répondu, bon, c'est pas compliqué, moi j'ai pris le cours d'analyse 1 de Dirichlet, et dans ce cours, Dirichlet a présenté un principe suivant lequel cette solution, elle existe, elle est unique. Et c'est de là que vient le concept de Dirichlet, principe de Dirichlet. Mais après, Weierstrass, il a trouvé un contre-exemple pour ce principe. Et tout à coup, cette démonstration de Riemann, elle ne tenait plus. En fait, on ne savait pas si c'était vrai ou faux, si cette fonction f existe ou non. C'était une grave lacune dans la démonstration, et la seule réponse que Riemann pouvait donner à ce moment-là, c'était « Néanmoins, mon théorème, il est juste ». Mais il n'avait plus de démonstration. Alors à l'époque, on savait que sur des domaines simples, l'équation de Laplace avait une solution unique, si on donnait des conditions au bord.
Par exemple, sur un domaine circulaire, il y a une formule explicite, c'est la formule de Poisson que j'ai écrite là, qui vous donne en coordonnées polaires la solution à l'équation de Poisson avec la condition U égale G sur le bord, et la formule là, le F, c'est le G. Et là, il y a un exemple. Si on donne des valeurs de la fonction sur le bord, la solution de l'équation de Laplace à l'intérieur, elle existe, elle est unique. Celle-là a été calculée par Gerhard Wagner, et lui, il aimait bien faire des jeux mathématiques, alors il a calculé 2 fois la même solution, mais avec un angle légèrement différent. Alors si vous fixez ces deux avec vos yeux, et vous arrivez à les superposer, vous voyez la solution en 3D. Alors sur un disque à l'époque, depuis 1815, on savait que la solution existe et est l'unique. De même sur un rectangle aussi. Sur un rectangle, c'est Fourier qui avait inventé les séries de Fourier justement pour décrire les solutions à l'équation de Laplace et plus généralement à l'équation de la chaleur. Et là, il y a de nouveau un exemple. On a des conditions au bord sur le rectangle spécifiées et la solution de l'équation de Laplace, elle se présente comme ça, de nouveau en stéréo. Mais pour un domaine quelconque, comme il apparaissait dans le théorème de Riemann, c'était sans espoir. Il n'y avait pas de preuve que la solution à l'équation de Laplace existait si on donne des conditions de Dirichlet sur le bord, si on prescrit la valeur de la fonction. Et c'est à ce moment-là que Schwarz intervenait pour enlever ce principe de Dirichlet et mettre une autre démonstration qui tient. Ça, il l'a fait en 1870. En fait, il l'a présenté en 69. Et le travail a comme titre « Über einen Grenzübergang durch alternierendes Verfahren ». Un passage à la limite avec une méthode alternée. Là, vous voyez l'image de Schwarz, c'est Hermann Amandus Schwarz. Ce n'est pas le Schwarz des distributions qui s'écrit avec TZ, mais c'est le même Schwarz de Cauchy-Schwarz, l'inégalité. Et il décrit dans l'introduction que, comme on le sait maintenant, ce principe de Dirichlet qui a utilisé pour conclure la démonstration de Riemann de son théorème des applications conformes, il n'est pas assez rigoureux pour permettre de conclure. Et plein de mathématiciens ont essayé entre-temps de trouver une façon de combler cette lacune, mais il n'y a personne qui a réussi. Et lui, il va maintenant présenter une façon de combler cette lacune, mathématiquement rigoureusement. Et là, c'est l'idée de Schwarz, de la méthode alternée de Schwarz. Il prend un domaine qui consiste en fait de deux sous-domaines, un domaine qui est un disque et un domaine qui est un rectangle. Et composer ces deux forment le domaine de l'intérêt pour démontrer qu'il y a une solution à l'équation de Laplace dans ce domaine si on prescrit sur le bord des valeurs. Alors, quelle est l'idée de Schwarz? L'idée de Schwarz, c'est de considérer des sous-domaines seulement. Alors, il commence avec le sous-domaine qui est un disque, le sous-domaine oméga 1 qui a une partie de sa frontière à l'intérieur du sous-domaine oméga 2, que j'appelle gamma 1. Maintenant, dans ce sous-domaine, il pose l'équation de Laplace avec la condition au bord G Dirichlet prescrit là où on a une condition au bord. Et à l'interface gamma 1, on ne connaît pas la solution, alors on pose une valeur quelconque, par exemple 0 pour commencer, et ça fait un problème complet sur le disque. Et Schwarz, avec la formule d'intégration de Poisson, sait que la solution à l'équation de Laplace existe dans ce disque. Alors tout de suite, dans cette première étape, on a une solution dans la partie rouge du domaine. C'est seulement une partie du domaine, c'est un sous-domaine. Une fois qu'on a cette solution, quand on a produit cette solution avec la formule d'intégration de Poisson, on passe au deuxième sous-domaine, rectangle. Et là, vous voyez, le rectangle, il a aussi une partie de son bord à l'intérieur du disque. Et là, Schwarz, il dit, maintenant, on connaît une approximation à l'intérieur du disque, alors on prend cette valeur le long de l'interface gamma 2, la partie rouge,
Et ça donne, avec la condition du problème de départ G, maintenant un problème complet sur le rectangle, qui est écrit là. Il faut résoudre l'équation de Laplace sur le rectangle. Et ça, avec les séries de Fourier, on peut le faire. Ça veut dire qu'on peut trouver une approximation à la solution dans oméga 2 que j'appelle U2, 2 pour le domaine, et 1 pour la première approximation. Bien sûr, ce U2,1, ce n'est pas encore la solution du problème. On a juste pris une approximation à la solution le long de l'interface gamma 2. Mais maintenant, on peut itérer. D'une manière alternée, on résout de nouveau sur le disque. Et on prend le long de gamma 1, là où on ne connaît pas encore la solution, ce que vient de calculer le domaine 2. U2,1, c'est l'approximation du rectangle. Et on résout de nouveau sur le disque. Ce qu'on peut faire avec la formule de Poisson. Et on calcule de nouveau la trace le long de gamma 2 et on résout sur le rectangle. Et on résout sur le disque, on résout sur le rectangle, on résout sur le disque, on résout sur le rectangle. Il n'y a jamais de problème d'existence d'une solution dans le sous-domaine, parce que c'est un disque ou un rectangle où on connaît l'existence de la solution. Et Schwartz, il réussit de démontrer que cette itération alternée sur les sous-domaines converge avec un principe de maximum. Et là, il dit maintenant, il a démontré d'une manière rigoureuse que sur ce domaine plus compliqué qu'un disque ou un rectangle, la solution à l'équation de Laplace, avec des conditions de Dirichlet sur le bord, existe et elle est unique. Et après, il dit maintenant, on pourrait mettre un autre disque, par exemple là, et on itère de nouveau, on trouve une solution. Ou un autre rectangle, par exemple là, et on itère, et on trouve de nouveau une solution. Ça veut dire cette équation de Laplace, elle a une solution sur un domaine qui est pratiquement quelconque. Alors le théorème de Riemann, il est juste sur tous les domaines qu'on peut composer de ces domaines-là. Spectaculaire. Spectaculaire comme démonstration. Alors là, j'ai fait un calcul pour vous montrer comment cette itération fonctionne. Ça, j'ai fait en FreeFEM. Alors j'ai pris le domaine de Schwartz, il y a un disque et il y a un rectangle. Mais j'ai pris une équation de Poisson, j'ai mis un second membre là, et j'ai mis comme condition au bord extérieur 0, mais la méthode elle reste la même. Je résous d'abord sur le disque, après sur le rectangle, après sur le disque, après sur le rectangle, et on verra avec des courbes de niveau comment cette méthode converge. Et je commence avec 0 sur l'interface, comme Schwartz il l'avait fait. Alors si je mets 0, une source de 1 à l'intérieur, la solution dans le disque est complètement circulaire, il y a une bosse, et les courbes de niveau sont comme ça. Maintenant, on prend la solution le long de cette interface-là pour compléter les conditions au bord sur le rectangle, et je résous sur le rectangle. Voilà, j'ai résolu sur le rectangle. Et vous voyez bien, les courbes de niveau commencent exactement là où les courbes de niveau du disque se sont arrêtées. Et il y a une partie de la solution qui est formée maintenant dans le rectangle. Et l'itération suivante, on trace de nouveau le long de cette frontière-là, la solution qu'on vient de calculer dans le rectangle, et on calcule une solution dans le disque. Et vous voyez, les courbes de niveau commencent exactement là maintenant pour rentrer dans le disque. Maintenant, le disque, il est plus concentrique parce qu'il y a une influence du rectangle. Et on continue l'itération, on résout sur le rectangle, on résout sur le disque, et vous voyez, les courbes de niveau, ça converge. Et ça, c'est la solution dans le domaine composé du disque et du rectangle. Ça, c'est la méthode de Schwartz alternée. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre comment cette méthode converge? Je vais poser comme problème l'équation de Poisson avec un second membre, et j'écris la méthode de Schwartz alternée. Alors, j'ai à résoudre dans le premier sous-domaine, qui est maintenant pas forcément un disque ou un rectangle, ça peut être un sous-domaine quelconque, parce qu'entre-temps, on sait avec les théories des espaces de Hilbert que ces solutions existent sur n'importe quel domaine. Alors, oméga 1, c'est un sous-domaine, une partie de oméga, et on résout l'équation de Poisson dans ce sous-domaine, et à l'interface gamma, je prends ce que l'autre sous-domaine a calculé à l'étape itération n précédente. Et après, je résous dans le deuxième sous-domaine, et je prends ce que le premier sous-domaine vient de calculer. Et j'alterne gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite.
Comment est-ce qu'on peut comprendre comment cette itération converge? On introduit les erreurs. Les erreurs E, J, N. J, c'est pour le sous-domaine, 1 ou 2. Et N, c'est pour l'itération à l'itération N. L'erreur à l'itération, c'est la différence entre la solution U au problème global, qu'on sait entre-temps qu'elle existe et est unique, et l'itération UJN. Alors, quelles équations sont satisfaites par l'erreur? Ça, on peut facilement trouver si on applique le Laplacien à l'erreur. C'est le Laplacien appliqué à U. Le Laplacien appliqué à U, ça fait F. Et c'est moins le Laplacien appliqué à UJN. Laplacien appliqué à UJN, c'est F aussi. C'est F moins F, c'est 0. Ça veut dire le Laplacien appliqué à l'erreur, ça fait 0 dans le sous-domaine. Et ça fait 0 aussi dans le deuxième sous-domaine. Après, sur le bord extérieur, quelle est la valeur de l'erreur? Sur le bord extérieur, U satisfait une condition de Dirichlet, ça vaut G. Et UN, sur le sous-domaine, ça vaut G aussi. Ça veut dire qu'on a G moins G, c'est 0. Alors sur le bord extérieur, l'erreur, il satisfait aussi une condition de Dirichlet homogène, 0. La seule condition qui est non 0, c'est ce qu'on a le long de gamma 1 et le long de gamma 2. Et là, ça reste juste U moins UJ, c'est l'erreur de l'étape précédente. Alors, pour comprendre comment cette itération converge, on étudie les équations d'erreur qui sont écrites là, et il faut comprendre comment ces erreurs tendent vers 0. Parce que si la méthode converge, les solutions sur les sous-domaines deviennent les solutions restreintes sur le sous-domaine de la solution globale du problème. Alors, je vais essayer de vous dessiner la convergence dans un exemple en dimension 1. En dimension 1, l'équation de Laplace, c'est deux dérivées par rapport à la variable x de l'erreur doivent donner 0 sur un domaine qui est à l'intervalle 0,1 avec des conditions extérieures en 0 et en 1 égale 0. Ça, c'est l'équation d'erreur globale et la solution à cette équation, elle est 0 parce que l'erreur est 0 quand on converge. Après là, c'est la méthode alternée de Schwarz où j'ai écrit l'équation d'erreur dans le sous-domaine 1 et l'équation d'erreur dans le sous-domaine 2 avec une condition en 0 qui vaut 1 pour le premier sous-domaine et qui vaut 0 pour le deuxième sous-domaine en 1. Et on prend pour le premier sous-domaine ce que le deuxième vient de calculer sur l'interface bêta. Alors le premier sous-domaine, il va de 0 à bêta. Et dans le deuxième sous-domaine, on prend la valeur en alpha de ce que le premier sous-domaine vient de calculer. Ça, c'est le deuxième sous-domaine. Vous voyez bien, il a du recouvrement là. Alors la solution à cette équation d'erreur, la fonction qui donne 0 si on fait deux dérivées, c'est une fonction affine. Et parce qu'elle doit satisfaire la condition au bord 0 ici, c'est juste une droite comme ça. Ça, c'est la première itération sur le sous-domaine 1, si on commence avec une valeur quelconque, une erreur quelconque ici. Maintenant, le deuxième sous-domaine, il doit prendre la valeur qui est calculée par le premier sous-domaine en alpha, et il va produire une solution, ce qui est de nouveau une fonction affine, mais maintenant sur le deuxième sous-domaine. Voici ce que le deuxième sous-domaine calcule. Après, c'est de nouveau le tour du premier sous-domaine. Il doit prendre la valeur en bêta là, et calculer la solution. Et après, c'est le deuxième sous-domaine. Et là, vous voyez la méthode alternée de Schwarz. Et vous voyez comment l'erreur diminue vers 0. Cette méthode, elle converge en dimension 1. À peu près 100 ans après Schwarz, les gens ont commencé à s'intéresser à ces méthodes de Schwarz pour faire des calculs scientifiques pour résoudre des EDP sur des ordinateurs. Et c'est Lyons, c'est le fils Pierre-Louis Lyons, qui a fait une modification à la méthode, qui est une modification très légère, et ça donne la méthode parallèle de Schwarz. Alors la seule modification, tout ce qui est écrit là, c'est les mêmes équations d'erreur, mais là, l'indice d'itération a changé. À la place d'avoir n dans la méthode alternée, il y a n-1 dans la méthode parallèle.
Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Il faut commencer avec deux valeurs. Une valeur comme pour la méthode alternée, en bêta, mais une autre valeur en alpha. Et maintenant, les deux sous-domaines peuvent calculer en parallèle. Alors, il n'y a pas seulement le premier sous-domaine qui calcule, mais en même temps, c'est le deuxième sous-domaine qui calcule. Et après, ils s'échangent les valeurs. Et après, c'est de nouveau le premier sous-domaine qui calcule et le deuxième sous-domaine qui calcule, et de suite. Et là, vous voyez, ça, c'est la méthode parallèle de Schwartz. Pour deux sous-domaines, ce n'est pas très intéressant parce que vous voyez, ça calcule deux sous-suites qui sont alternées. Ça calcule cette sous-suite-là qui est alternée et une deuxième qui commence sur le premier sous-domaine. Mais quand on a beaucoup de sous-domaines, on peut utiliser beaucoup de processeurs et tous les sous-domaines calculent en même temps. Ce qui rend cette méthode très intéressante pour le calcul à haute performance. Invention de Lyons. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment cette méthode converge vraiment pour un problème en dimension 2. Alors, je prends un rectangle comme domaine. C'est un rectangle qui va de moins a à b et qui va de 0 à pi. Et je pose deux sous-domaines, un oméga 1 qui va de moins a à l et de 0 à pi avec une frontière gamma 1. C'est l'interface vers le sous-domaine oméga 2. Et le sous-domaine oméga 2, il va de 0 à b et de 0 à pi, c'est aussi un rectangle, avec une interface gamma 2. Et je réécris la méthode alternée de Schwartz, alternée parce que là j'ai remis l'indice n et pas n-1 pour la méthode parallèle. Mais vous pouvez vous imaginer que l'analyse de la méthode parallèle, ça va être analogue. Il y a juste deux sous-suites qui sont calculées en même temps pour deux sous-domaines. Alors là, je pose la méthode alternée de Schwartz, mais maintenant les sous-domaines sont des rectangles. Et j'aimerais vous montrer comment cette méthode converge. Alors, on utilise les équations d'erreur, comme je les ai dessinées avant, mais maintenant en dimension 2, on a la méthode alternée sur les équations d'erreur. Le second membre est nul, les conditions au bord sont nulles, les seules valeurs qui sont non nulles sont sur les interfaces et on alterne. Et pour comprendre comment cette méthode converge, on utilise les séries de Fourier. On développe l'erreur sur le sous-domaine J en une série infinie de modes Fourier le long de l'interface en Y. Et chaque mode, il a un coefficient ici, qui pour le moment est inconnu, qui dit combien de ce mode de Fourier il y a dans l'erreur. Et K, c'est le nombre de Fourier pour k égale à 1, c'est un mode basse fréquence, ça oscille pas beaucoup sur l'interface entre 0 et pi. Et pour k grand, ça oscille beaucoup le long de l'interface. Et on essaye de décrire la solution pour les équations d'erreur comme composition de ces modes. Alors si on applique le Laplacien à cette représentation de l'erreur, le Laplacien c'est une dérivée par rapport à x deux fois, plus une dérivée par rapport à y deux fois, on obtient un Laplacien appliqué à l'erreur, c'est le Laplacien appliqué à cette somme, en interchange sommation et dérivée, c'est le Laplacien appliqué à cette expression-là, et dans cette expression, il y a juste le coefficient qui dépend de x, et il y a le mode Fourier qui dépend de y. Alors la dérivée par rapport à x, il faut la laisser sur le coefficient, mais la dérivée par rapport à y, on peut la calculer. On calcule deux dérivées par rapport à y de sinus ky, deux dérivées de sinus, une dérivée ça fait cosinus, deuxième dérivée ça fait moins sinus, et à chaque dérivée il y a la variable k qui sort. Alors on trouve dxx moins k carré fois le coefficient fois le mode. Et ça doit être 0 parce que l'équation d'erreur, elle satisfait l'équation de Laplace dans le sous-domaine oméga 1. Alors cette expression qu'on vient de trouver, elle nous donne des équations séparément pour chaque coefficient de Fourier. Pourquoi? Parce que les fonctions de sinus forment une base orthogonale. Alors si on multiplie par un sinus avec une fréquence et on intègre entre 0 et pi, la seule partie qui reste, c'est le mode correspondant. Ça veut dire pour chaque mode, on a une équation séparément. Pour l'erreur
dans cette itération. Alors l'algorithme de Schwartz alterné, pour les équations d'erreur, on peut écrire mode par mode. Pour k égale 1, pour k égale 2, pour k égale 3, pour k égale 4. Pour chaque mode, il y a cette méthode alternée de Schwartz, ce qui montre qu'on peut comprendre la convergence de la méthode de Schwartz mode par mode. Chaque mode va converger d'une manière différente. Alors si on regarde sur le domaine oméga 1, l'équation satisfaite par le kème mode, ça c'est une équation qui est beaucoup plus simple que l'EDP avant, parce qu'il y a la dérivée de y qui était remplacée par une multiplication par k carré. Alors là, il reste qu'une équation différentielle ordinaire à résoudre pour chaque mode. Ça c'est l'invention de Fourier, spectaculaire. C'est comme ça qu'il a trouvé les séries de Fourier. Et cette équation différentielle ordinaire, elle n'est pas compliquée à résoudre. Il faut trouver une fonction que si on prend deux dérivées, ça fait la même fonction à un facteur k carré près. Alors ces fonctions, c'est les sinus hyperboliques. Si vous faites deux dérivées de ce sinus hyperbolique, ça fait de nouveau un sinus hyperbolique, et il y a deux fois le facteur k qui sort, et il reste un coefficient à spécifier, parce qu'on a choisi ce sinus hyperbolique tel que la condition au bord homogène elle est satisfaite. Si on évalue cette fonction en x égale moins a, le sinus hyperbolique devient 0 et cette solution satisfait cette condition au bord. Alors ça, c'est la solution pour le kème mode sur le sous-domaine oméga 1. Et de même, sur le sous-domaine oméga 2, on peut faire le même calcul, résoudre la même équation différentielle ordinaire. Ça donne aussi un sinus hyperbolique, mais cette fois-ci de k fois b moins x, parce que cette solution elle doit être nulle en b. Si on met x égale à b, ça fait 0. Alors ça, c'est les solutions sur chaque sous-domaine à l'itération n, mais on ne connaît pas encore le coefficient a1n et a2n qui donnent l'amplitude. Alors pour retrouver ces deux coefficients, il faut utiliser maintenant les conditions de transmission dans l'algorithme de Schwartz. C'est les conditions qui disent qu'en L, il faut prendre la valeur de l'itération précédente sur domaine 2 pour définir l'erreur dans domaine 1, et il faut prendre en 0 la valeur que le domaine 1 vient de calculer pour calculer l'erreur sur sous-domaine 2. Alors là, j'ai une forme précise de ces erreurs. Je peux juste les introduire dans ces relations. Là, j'ai pris l'erreur 1 en L. Là, j'ai pris l'erreur 2 en L. Ça, c'est la première équation d'erreur à l'interface. Et là, j'ai mis l'erreur sur sous-domaine 2 en 0 et l'erreur sur sous-domaine 1 en 0. Je remplace là-dedans et je peux maintenant résoudre pour le coefficient inconnu a de n, en injectant a1n là-dedans, et je trouve une relation de récurrence entre les amplitudes des erreurs entre ces coefficients. a de n, pour le kème mode, il est lié à a de n-1 à l'itération précédente par ce coefficient-là, qui dépend du mode de Fourier, qui dépend de la taille des sous-domaines et qui dépend du recouvrement, L. Alors ce facteur qu'on vient de trouver, il s'appelle le facteur de convergence de la méthode alternée de Schwartz. Là, je l'ai copié de nouveau. Et il dépend du mode, du recouvrement et de la taille des deux sous-domaines. Et par récurrence, on trouve que si on itère n fois, si on commence avec un coefficient arbitraire au début, et si on itère n fois, on trouve un coefficient qui est juste la première valeur multipliée par ce facteur de convergence à la puissance n. Et la même chose on peut montrer pour le deuxième coefficient aussi. Alors là, je vous ai dessiné ce facteur de convergence. Pour chaque mode de Fourier k, ce facteur de convergence a une autre valeur. Si je me fixe le recouvrement à 0,1, pour le premier mode, le facteur il vaut 0,8.
Ça veut dire l'erreur dans le premier mode, à chaque itération, il est multiplié par 0,8. Ça veut dire qu'on a une contraction et le premier mode, il converge. Pour le deuxième mode, on a aussi un nombre plus petit que 1, pour le troisième mode aussi, et pour tous les autres modes, on a un coefficient qui est plus petit que 1 aussi. Ça veut dire que chaque mode de Fourier converge dans cette méthode, et la vitesse de convergence pour les hautes fréquences, k égale 20, est beaucoup plus élevée que la vitesse de convergence pour les basses fréquences. Les basses fréquences convergent lentement et les hautes fréquences convergent rapidement. Que se passe-t-il si on diminue le recouvrement? Là, je coupe le recouvrement en deux, et vous voyez, chaque mode, il converge moins vite qu'avant. Et si on coupe encore une fois le recouvrement en deux, chaque mode converge de nouveau moins vite. La convergence dépend fortement du recouvrement. Et un grand recouvrement rend la méthode rapide, un petit recouvrement rend la méthode lente. Mais chaque fois, c'est les basses fréquences qui convergent le moins vite. Et c'est les hautes fréquences qui convergent le plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de cette analyse de Fourier? Qu'est-ce qu'on a appris de ce facteur de convergence? Nous avons appris que chaque mode de Fourier converge à un taux différent. Et la convergence, elle est garantie tant qu'il y a du recouvrement. Si on rend le recouvrement de plus en plus petit, la méthode converge de moins en moins vite. Et si on rend le recouvrement 0, L égale à 0, si vous mettez L égale à 0 dans cette formule, vous voyez le facteur de convergence, il devient 1. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contraction. La méthode ne marche pas sans recouvrement. Et le plus important, pour les hautes fréquences, la convergence est beaucoup plus rapide que pour les basses fréquences. Et si on agrandit les domaines, si je laisse A à B tendre vers l'infini, ça veut dire que je fais des domaines très grands, ce facteur-là, il se simplifie et on voit une forme apparaître qui dit comment ça dépend vraiment du recouvrement. Ça dépend d'une manière exponentielle du recouvrement. Pour les hautes fréquences, la convergence est extrêmement rapide. Et pour obtenir un résultat de convergence générale, on peut utiliser Parseval-Plancherel, qui fait un lien entre cette convergence pour chaque mode de Fourier et une convergence des fonctions dans L2. Ça veut dire qu'on a une convergence en L2 des solutions sur les sous-domaines. Alors je vous montre un exemple maintenant, comment les erreurs convergent dans cette méthode de Schwarz alternée. Et je commence avec une erreur aléatoire. Vous voyez là, il y a de l'erreur partout, c'est complètement aléatoire. Et je fais une solution sur le premier sous-domaine. Vous voyez, tout de suite, il y a une solution de l'équation de Laplace sur le premier sous-domaine. Elle est extrêmement lisse. L'équation de Laplace, elle fait ça. Elle a pris comme valeur sur le bord l'erreur aléatoire ici. Maintenant, je fais une solution sur le deuxième sous-domaine, ce qui a pris l'erreur le long de l'interface ici. Et je fais la méthode alternée. Je résous à gauche, je résous à droite, je résous à gauche. Et vous voyez, l'erreur, il est extrêmement lisse. Toutes les hautes fréquences dans l'erreur ont disparu. Il reste juste la première fréquence, la basse fréquence ici, le mode k égale à 1. Tous les autres modes, ils ont déjà disparu. Et c'est ça ce qui freine la convergence. Mais la méthode converge convenablement quand on a du recouvrement. Comment est-ce qu'on fait la méthode de Schwarz si on a plus que 2 sous-domaines? Ça, c'est pas compliqué. Par exemple, là, j'ai dessiné 4 sous-domaines, oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4. Et j'ai commencé avec une décomposition sans recouvrement. Vous voyez les points rouges de oméga 1 et les points bleus de oméga 2 et les points violets d'oméga 3 et les points verts de oméga 4. Et pour trouver des domaines avec recouvrement, on agrandit cette décomposition sans sous-domaine, sans recouvrement, en ajoutant une couche par exemple. Alors on met encore les points bleus là, dans le domaine oméga 1, les points verts et les points violets, ça donne un domaine oméga 1, et on fait de même avec oméga 2, oméga 3, oméga 4, et vous voyez là on a 4 sous-domaines qui se recouvrent. Et là la méthode de Schwarz, on peut tout de suite l'exécuter, on résout sur domaine oméga 1, on prend les valeurs bleues de sous-domaine 2, la valeur verte de sous-domaine 3, 4, et les valeurs violets de sous-domaine 3.
on fait une solution, après on prend domaine 2, on prend des sous-domaines oméga 1, 3 et 4, et de suite. Ça ne présente aucune difficulté d'itérer avec plus que 2 sous-domaines. Il y a même une façon de faire une méthode alternée qui est aussi parallèle quand on a beaucoup de sous-domaines. Et pour ça, on utilise un coloriage. Là, je vous ai dessiné un exemple avec 16 sous-domaines. Alors, si on colorie de cette façon-là les sous-domaines rouges, on peut tous les faire en parallèle parce qu'ils ne dépendent pas des autres sous-domaines rouges. Ensuite, les sous-domaines jaunes, on peut les faire aussi en parallèle parce qu'ils dépendent seulement de sous-domaines qui ne sont pas jaunes. Et comme ça, on a une méthode qui est alternée, qui fait sous-domaine par sous-domaine, mais qui fait quand même une partie des sous-domaines en parallèle. On pourrait utiliser 4 processeurs pour ce problème avec 16 sous-domaines. En général, on a une décomposition quelconque. Par exemple, là, c'est une décomposition qui vient de notre globe de Sébastien Loisel. C'était un doctorant à moi qui est professeur maintenant en Écosse. Vous voyez les continents apparaître. Et on a un maillage dessus. On utilise un partitionneur de maillage qui fait des domaines sans recouvrement, qui peuvent être raffinés par exemple sur cette partie-là, mais moins raffinés sur d'autres parties où on s'intéresse moins à la solution. Ça fait les sous-domaines sans recouvrement. On ajoute une couche pour agrandir les sous-domaines pour avoir des recouvrements, et on fait une méthode de Schwartz, alternée ou parallèle. Alors la conclusion pour cette première partie, je vous ai présenté la méthode alternée et parallèle de Schwartz. Je vous ai montré une analyse de Fourier avec laquelle on a vu que ces méthodes sont des lisseurs. Les hautes fréquences dans les erreurs disparaissent très rapidement. C'est les basses fréquences qui restent le plus longtemps. Si on augmente le recouvrement, les méthodes convergent plus vite que si on diminue le recouvrement pour des problèmes de type Poisson. Et on a une convergence en L2 avec cette technique de Fourier. Je vous ai dit aussi que Schwartz avait utilisé une autre technique pour démontrer la convergence. C'est une technique par le principe de maximum. Ça donne une convergence dans L infini, à un autre espace. Et il y a encore une troisième approche qui était proposée par Lyons, le fils, Pierre-Louis Lyons, qui utilise une interprétation de cette méthode comme une méthode de projection alternée et qui donne une convergence dans H1. H1, c'est l'espace de Sobolev naturel pour ce type de problème. Alors, il y a 3 façons différentes de démontrer la convergence qui donnent la convergence dans 3 espaces fonctionnels différents. Et si vous voulez revoir ces techniques, il y a 3 articles qui présentent ces 3 techniques pour les méthodes de Schwartz avec un nouveau résultat de scalabilité que je vais mentionner dans la dernière leçon seulement. Et ceci conclut la première leçon en décomposition de domaine.